Arracher un plant de tomates à la fin de l'été nourrit toute la saison avec un seul ingrédient de cuisine simple, et la motte de racine ne ressemblera plus à celle du même plant. Dense, fibreuse, 2 à 3 fois plus grosse que la même variété cultivée sans elle. Ce n'est pas une légende horticole. Cet effet a été documenté dans des recherches agricoles évaluées par des pairs et publiées dans la revue Crop Science. Et l'ingrédient lui-même coûte moins de $1. On le trouve dans presque tous les garde-manger en Amérique. Elle est si commune que la plupart des jardiniers passent devant sans même la remarquer sur l'étagère de la cuisine, sans jamais savoir ce qu'elle peut faire sous la terre. Voici pourquoi ce sachet à $1 ne se trouve dans aucune des grandes jardineries du pays. Non pas parce que c'est illégal, non pas à cause d'un quelconque complot. La raison est bien plus simple, bien plus étrange et ancrée dans la biologie fondamentale. Et une fois que l'on en a compris le principe, cela explique pourquoi tout jardinier amateur sérieux de plus de 55 ans devrait savoir s'en servir. Première partie, celle que personne ne regarde. Pendant la plus grande partie de sa vie, le regard d'un jardinier est tourné vers le haut, vers les feuilles, vers les fleurs, vers les fruits. Quand une plante a l'air fatiguée, le premier réflexe est de vaporiser quelque chose sur ses feuilles. Lorsque les fruits refusent de grossir, le premier réflexe est de répandre de l'engrais à leur surface. Lorsqu'une plante transplantée dépérit, le premier réflexe est de lui donner plus d'eau et d'espérer que ça aille mieux. Mais la vérité qu'il faut toute une vie passée au jardin pour comprendre pleinement, c'est que tout ce que devient une plante se décide dans l'obscurité. Si les racines sont superficielles, aucune quantité d'engrais liquide déversé en surface ne sauvera la récolte. Si les racines sont fines et filiformes, la plante s'affaissera dès la première vague de chaleur qui s'abattra sur le jardin en août. Si les racines sont privées d'oxygène, de eau ou de partenaires microbiens, les feuilles au-dessus du sol jauniront quelle que soit la quantité d'azote pulvérisée. C'est la règle tacite que presque tous les produits de jardinage modernes semblent ignorer. L'allée de la jardinerie est construite en pente. Pulvérisateur foliaire, stimulateur de floraison, stimulateur de fructification, engrais foliaire. Rentable, coloré, facile à mettre en bouteille, facile à stocker. Mais le moteur de la plante, la seule chose qui détermine en fin de compte la taille que prendra un poivron ou le poids d'une tomate, se trouve entièrement sous la surface du sol. 12 pouces sous la terre. C'est de cet endroit que parle cette vidéo. Ni les feuilles, ni les fleurs. La racine. La question qui mérite d'être posée est donc la suivante. De quoi une racine a-t-elle réellement besoin pour tripler de taille et de densité? Et pourquoi la réponse à cette question ne se trouve-t-elle pas dans un bac sur une étagère de magasin où toute personne de plus de 55 ans pourrait entrer et l'acheter? Deuxième partie. La question que personne ne pose dans le rayon des supporters. Parcourez les allées de n'importe quelle grande jardinerie, et le rayon des hormones d'enracinement vous révélera une histoire curieuse. Petits pots en plastique contenant de la poudre. La plupart coûtaient entre 5 et 15 $. Les marques haut de gamme grimpent jusqu'à 30 $ pour quelques onces. L'ingrédient actif indiqué sur l'étiquette est presque toujours le même. Acide indole 3 butyrique, parfois associé à l'acide naphthalène acétique. Auxine synthétique. Des laboratoires ont reproduit l'hormone même que les plantes utilisent naturellement pour faire pousser de nouvelles racines. Ces produits ne sont pas une arnaque. Ils fonctionnent vraiment, mais ce sont des imitations synthétiques de quelque chose qu'un organisme vivant produit gratuitement. Voici la question que presque personne ne pense jamais à poser dans une jardinerie. Si un champignon unicellulaire déjà présent dans presque toutes les cuisines américaines produit exactement les mêmes hormones d'enracinement et les produit sous une forme vivante entourée d'acides aminés, de vitamine B et d'oligo-éléments, pourquoi ce champignon n'est-il pas en vente sur les mêmes étagères?
La solution n'est pas la répression des entreprises. La réponse réside dans la physique et la durée de conservation. Dès que ce champignon se réveille dans l'eau chaude, il commence à libérer du dioxyde de carbone à un rythme qui crée une pression à l'intérieur de tout récipient hermétique. En moins de 48 heures, une bouteille en plastique contenant cette solution vivante se déformerait, s'inclinerait, fuirait ou éclaterait sur une étagère chaude d'un entrepôt texan. Il n'existe aucun conservateur capable de maintenir l'organisme en vie pendant 6 mois sans détruire ce qui rend le produit utile. Les produits d'enracinement par le bas doivent être morts et stables. Celui-ci doit être vivant et actif. Ce seul fait physique est la raison même pour laquelle ce produit ne peut pas être vendu en magasin. Avec une marge bénéficiaire quasi nulle, il n'y a aucune raison commerciale pour qu'une grande marque tente le coup. La recette reste donc là où elle a toujours été, dans la cuisine, préparée fraîche en une trentaine de minutes du début à la fin. Le champignon est tout simplement de la levure de boulanger sèche. Son nom scientifique est Saccharomyces cerevisiae, et son action sur le système racinaire est incomparable à tout autre produit qu'un jardinier amateur puisse acheter. Troisième section. 3 choses que fait la levure dès qu'elle entre en contact avec la terre. Depuis des générations, les grands-mères utilisent Saccharomyces cerevisiae dans un seul but, faire lever le pain. Mais des recherches évaluées par des pairs et publiées dans Crop Science en 2014, dans la revue Plants en 2023 et dans Frontiers in Industrial Microbiology en 2024, ont discrètement documenté une deuxième utilisation, bien plus intéressante, de cette même poudre. Lorsque des cellules de levure vivantes sont introduites dans le sol au niveau des racines, 3 choses se produisent simultanément. La première est la signalisation hormonale. Saccharomyces cerevisiae produit de l'acide indole 3 acétique, abrégé IAA. Il s'agit de la molécule de signalisation principale de tout le règne végétal. Il s'agit du message chimique qui indique à une cellule racinaire de se diviser, de s'étirer et de produire une nouvelle extrémité de racine. Il s'agit de la même classe d'hormones que les poudres d'enracinement synthétique tentent de reproduire en laboratoire. La levure produit également des cytokinines, une seconde classe d'hormones qui signalent aux cellules situées à l'extrémité de chaque racine de se multiplier plus rapidement, là où se forment les nouvelles branches latérales. L'article de Frontières de 2024 a mesuré des niveaux de chlorophylle significativement plus élevés dans les jeunes plants de laitue traités à la levure de bière et a attribué ces gains directement à l'auxine et à la cytokinine produite par le champignon vivant. Le second est un festin microbien. Lorsque les cellules de levure se multiplient dans de l'eau sucrée tiède, elles libèrent directement dans la solution environnante des acides aminés, des peptides, des vitamines B, des oligo-éléments, de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium, du fer, du zinc et plusieurs autres substances. Il ne s'agit pas de minéraux bruts et inactifs que la plante doit décomposer en dépensant de l'énergie. Elle se présente déjà sous des formes prédigérées que les poils absorbants des racines peuvent absorber presque instantanément. C'est ce qui se rapproche le plus, dans la nature, d'une alimentation intraveineuse directe pour une plante stressée. La troisième est la colonisation. Les cellules de levure s'installent dans la zone racinaire et occupent physiquement l'espace. Ils entrent en compétition avec les champignons présents dans le sol pour les nutriments. Des études sur la laitue et la tomate ont constaté une incidence plus faible de certains agents pathogènes responsables de la fonte des semis lorsque la levure est présente dans la zone racinaire, ce qui est attribué en partie à cette simple compétition spatiale et en partie aux peptides antimicrobiens que la levure sécrète au fur et à mesure de sa croissance. 3 effets pour 1 cuillère à café de levure de cuisine. Signal hormonal, apport nutritif, défense antimicrobienne. Et il y a un autre élément à cette histoire, le plus étrange,
celui qui a véritablement surpris les botanistes lorsqu'il a été observé pour la première fois au microscope en 2010. Section 4. La découverte qui a bouleversé les manuels scolaires. Pendant la majeure partie de l'histoire agricole, les racines ont été considérées comme passives, comme des pailles absorbant les minéraux dissous dans la terre humide. C'était l'image classique, et elle est restée la même pendant plus d'un siècle. Puis, en 2010, le Dr Shanyarat Pounkounlonyen et son équipe de recherche de l'Université du Queensland en Australie ont utilisé la microscopie confocale à balayage laser, un type d'imagerie fluorescente qui permet de voir à l'intérieur des cellules racinaires vivantes en temps réel pour observer ce qui se passe réellement lorsque des cellules de levure vivantes rencontrent une jeune racine de tomate. Ce qu'ils ont observé était tellement inattendu qu'ils ont dû lui donner un tout nouveau nom dans la littérature agricole. Les racines ne buvaient pas. Les racines étaient en train de manger. Les cellules de l'extrémité de la racine ont englouti les cellules de levure vivantes et les ont attirées à l'intérieur, dans l'espace situé entre la paroi cellulaire et la membrane cellulaire. Une fois à l'intérieur, la cellule végétale produisait une bouffée contrôlée de superoxyde, une légère impulsion oxydative qui dépouillait la levure de sa paroi cellulaire et rendait le contenu interne du champignon disponible pour l'absorption. Azote, phosphore, protéines de réserve, tout ce que la levure avait accumulé en se nourrissant du sucre présent dans l'eau chaude. Puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Certaines cellules de levure ont survécu à ce processus. Elles ont émergé grâce à l'allongement des radicelles, ont reconstruit leurs parois dans le sol, ont puisé de nouveaux nutriments dans la terre environnante et ont finalement été à nouveau consommées. Ce processus a été nommé cycle de rhizophagie. Ce mot signifie « manger des racines ». Depuis 2010, des dizaines d'études de suivi menées sur des espèces monocotylédones et dicotylédones ont confirmé ce cycle. L'article de 2014 de la même équipe du Queensland, publié dans Crop Science, a démontré la même absorption dans les racines de la canne à sucre et de la tomate en utilisant à la fois des levures vivantes et des levures tuées par la chaleur. Concrètement, pour un jardinier amateur de légumes de plus de 55 ans, cela signifie quelque chose de très précis. La racine de tomate n'est pas qu'une simple paille, c'est un véritable instrument de récolte qui attire les micro-organismes vivants à l'intérieur de ses propres tissus et en extrait directement les nutriments. La levure est l'un des rares micro-organismes suffisamment communs, sûrs et bon marché pour qu'un jardinier amateur puisse s'en procurer délibérément chaque saison pour moins d'$1. L'usine fait le reste du travail toute seule. 5e partie, ce que le laboratoire a réellement mesuré. Un bref examen honnête des chiffres vaut la peine, car les vidéos de jardinage en ligne ont tendance à exagérer les calculs. La vérité est ainsi plus mesurée et plus intéressante. Dans l'étude originale de Lonnie Hens, publiée en 2014 dans Crop Science, des Saccharomyces cerevisiae vivants et tués par la chaleur ont été ajoutés à un sol fertilisé planté de tomates et de jeunes cannes à sucre. Après 10 semaines pour la canne à sucre et 4 semaines pour la tomate, la biomasse racinaire était significativement plus élevée chez les plantes traitées à la levure. La teneur en azote et en phosphore des racines et des pousses était sensiblement plus élevée. Le rapport racine-partie aérienne a augmenté chez les deux espèces, ce qui est exactement ce que souhaite un jardinier. Un système racinaire souterrain proportionnellement plus important pour une même plante. Une étude de 2023 publiée dans la revue Plants a testé des levures productrices d'ocine isolées de variétés locales de maïs mexicaines. Les 4 souches les plus prometteuses, utilisées comme inoculants du sol, ont produit une augmentation de 1,5 fois de la hauteur des plantes, du poids frais et de la longueur des racines par rapport aux plantes témoins non traitées, sans recours à la chimie de synthèse, simplement à des levures vivantes inoculées dans la zone racinaire d'un plant de maïs. Un article de 2024, publié dans Frontiers in Industrial Microbiology, utilisant des résidus de levure de bière,
sur des semis de laitue et de tomates, a rapporté des améliorations mesurables dans la germination des graines, le nombre de feuilles, le poids frais et la teneur en chlorophylle à une concentration de levure d'environ 10 millions de cellules par millilitre. Ce ne sont pas des chiffres miracles, ce sont des chiffres réels provenant de véritables laboratoires. Une masse racinaire nettement plus importante, une teneur en minéraux plus élevée, un meilleur taux de survie après transplantation. Les vraies mesures qui se cachent derrière un paquet de levure de cuisine à $1. Et c'est là que l'observation du jardinier amateur surpasse souvent les mesures en laboratoire. Dans un essai contrôlé de 4 semaines sur des tomates, les gains de biomasse racinaire se sont stabilisés au cours de la période d'essai. Au cours d'une saison complète de 8 mois, dans un véritable jardin de cour arrière avec 3 applications stratégiquement planifiées, la différence entre un plant de tomates nourri à la levure et un plant non traité est la plus frappante à la fin de la saison, lorsque les 2 plants sont arrachés. La motte racinaire nourrie à la levure est souvent 2 à 3 fois plus dense et présente une ramification latérale visiblement plus importante. C'est cette expérience qui confère à cette recette sa longue réputation. Le laboratoire confirme le mécanisme. Le jardin confirme l'ampleur du projet. Passons maintenant à la recette elle-même. Section 6. La recette en 30 minutes pour $1. 3 ingrédients. 1 L d'eau non chlorée. 2 cuillères à soupe de levure de boulanger sèche nature, soit environ 20 grammes ou 2 sachets standards. 1 cuillère à soupe de sucre blanc. N'importe quel garde-manger, n'importe quelle ville, n'importe quelle saison. Le coût total, selon la marque de levure, se situe entre 60 cents et $1. La première étape concerne la température. Et c'est à cette étape que la plupart des tentatives de construction à domicile échouent discrètement avant même de commencer. L'eau doit être tiède. La plage de températures acceptée pour l'activation de la levure sèche se situe entre 105 degrés et 115 degrés Fahrenheit. Bob's Red Mill et Fleischmann's publient tous deux la même gamme. Le test le plus simple pour toute personne ne possédant pas de thermomètre consiste à toucher le côté du bocal, avec le dos du poignet. L'eau doit être agréable au toucher. Légèrement chaud, pas assez pour faire sursauter. Si de la vapeur s'élève de la surface, l'eau est trop chaude et la levure mourra au contact. Si l'eau est froide, la levure restera inactive et la fermentation sera ratée. Une astuce fiable pour des cuisines plus fraîches. Faire bouillir une bouilloire pleine. Versez l'eau bouillante dans un bocal en verre propre. Laissez reposer sur le comptoir pendant 15 minutes. La température redescendra d'elle-même dans la plage de sécurité. La deuxième étape consiste à dissoudre. Utilisez un bocal en verre d'une capacité d'au moins 1,5 L. Versez l'eau tiède. Ajoutez les 2 cuillères à soupe de levure et la cuillère à soupe de sucre. Remuez délicatement avec une cuillère propre jusqu'à ce que le tout soit dissous dans une solution beige légèrement trouble. Un petit mot sur le sucre, car il est souvent mal compris. Les racines des plantes n'ont aucune utilité pour le sucre raffiné. On n'ajoute pas de sucre à l'usine. Le sucre est le signal de réveil pour la levure. Sans cela, la levure de boulanger sèche reste en dormance profonde et ne produit pratiquement aucune hormone, aucun acide aminé et aucune valeur biostimulante. Le sucre est presque entièrement consommé par le champignon au cours des 30 minutes suivantes. Au moment où la décoction est appliquée au jardin, le sucre a disparu. La troisième étape consiste à recouvrir. Ne fermez pas hermétiquement le bocal. Lorsque la levure se réveille, elle produit du dioxyde de carbone. Un bocal en verre hermétique peut se fissurer en quelques heures sous l'effet de la pression. Placez plutôt une feuille de papier absorbant propre sur l'ouverture et maintenez-la en place avec un élastique. Le gaz s'échappe sans problème. Poussière et insectes, restez à l'extérieur. Le bocal doit également être conservé dans l'obscurité. La lumière directe du soleil émet des rayons ultraviolets qui endommagent les cellules de levure avant qu'elles n'aient terminé leur travail. Une étagère fermée de garde-manger,
un placard de cuisine ou même un coin sombre du comptoir sous un torchon plié font parfaitement l'affaire. L'étape 4 vous attend, 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, la levure se multiplie rapidement, consomme le sucre et libère des hormones, des acides aminés et des vitamines B dans l'eau environnante. Les signes visibles que la bière est prête. Une couche beige mousseuse se forme à la surface et un flux constant de minuscules bulles remonte à la surface du liquide. L'odeur est douce et rappelle légèrement celle du pain. Une situation familière à tous ceux qui ont déjà fait lever de la levure pour une miche de pain un dimanche matin. Lorsque la mousse apparaît, le concentré est actif et prêt à l'emploi. Une dernière étape avant que quoi que ce soit n'entre en contact avec une plante. Section 7. Dilution, moment et endroit où verser. Le concentré est trop fort pour être appliqué directement. Utilisé à pleine concentration, la population de levure est suffisamment dense pour perturber brièvement le microbiome du sol existant et stresser les jeunes radicelles fines par une pression osmotique soudaine. La dilution n'est pas facultative. Le ratio est de 1 pour 10. Incorporez 1 L de solution de levure brassée à 10 L d'eau plate non chlorée. L'eau de pluie recueillie dans un baril propre est très efficace. Le haut du robinet laissé à découvert dans un seau pendant 24 heures, permettant au chlore de s'évaporer, fonctionne tout aussi bien. Le résultat est 11 L de biostimulant fini et prêt à l'emploi. Appliqué sur le sol, pas sur les feuilles. Les hormones et les acides aminés contenus dans ce mélange sont conçus pour agir au niveau des racines et non sur le feuillage. Versez lentement la solution diluée au pied de chaque plante en imbibant complètement le sol sur une profondeur d'environ 15 cm sans le noyer. Pour un plant de tomates ou de poivrons adultes, environ 1 L de mélange dilué suffit. Pour les semis ou les jeunes plants, une seule tasse suffit. C'est le timing qui distingue un essai à domicile anodin d'un essai transformateur. Ce mélange n'est pas un engrais hebdomadaire. Il s'agit d'un biostimulant stratégique conçu pour cibler 3 moments précis de la vie d'une plante où la croissance des racines est primordiale. La première application a lieu lors de la transplantation. Dès qu'un jeune plant est déplacé de son pot de démarrage vers la terre du jardin, il entre dans une brève période de stress. L'afflux d'auxine produite par les levures et acheminées à la zone racinaire à ce moment précis favorise une expansion rapide des racines latérales et réduit sensiblement le flétrissement dû à la transplantation. Les plantes traitées lors de la transplantation ont tendance à conserver leurs feuilles fermes malgré la chaleur de l'après-midi au cours de la première semaine, au lieu de les voir s'affaisser. La deuxième application se fait dès les premiers signes de floraison. C'est à ce moment précis que la plante décide de la quantité d'énergie qu'elle peut consacrer à la production de fruits. À ce stade, un système racinaire robuste et développé signifie plus de fleurs maintenues, moins de fleurs tombées et une meilleure pollinisation. La troisième application a lieu lorsque les premiers petits fruits apparaissent. La plante doit maintenant absorber d'importantes quantités de nutriments pour que chaque fruit atteigne sa taille maximale. Une deuxième vague de levure, apportant à ce stade des acides aminés et des minéraux, soutient la demande sans obliger la plante à se concurrencer elle-même. 3 candidatures réparties sur toute la saison. Voilà le système dans son ensemble. Des applications plus fréquentes risquent de déséquilibrer excessivement l'équilibre microbien du sol dans une direction. Moins de 3 ratés, c'est rater les fenêtres, alors que cela aurait fait toute la différence. Section 8. Des attentes sincères et les erreurs qui gâchent tout. Un mot sur les attentes, car c'est là que la plupart des vidéos de jardinage en ligne perdent en crédibilité. Une seule application d'eau de levure ne transformera pas une plante en difficulté du jour au lendemain. Les changements visibles apparaissent progressivement. Au cours de la première semaine suivant la transplantation, la plante a tendance à mieux maintenir ses feuilles face à la chaleur de l'après-midi. En 2 à 3 semaines, les nouvelles racines latérales se sont établies et les tiges principales se sont visiblement épaissies.
À la fin de la saison de croissance, la différence entre une tomate traitée à la levure et une tomate non traitée apparaît le plus clairement, non pas au niveau du fruit, mais au niveau des racines. En arrachant une tomate ou un poivron nourri à la levure en fin de saison, on découvre souvent une masse racinaire 2 à 3 fois plus dense et plus fibreuse qu'une plante non traitée de la même variété. Voilà l'expérience qui se cache derrière le titre de cette vidéo. Quelques erreurs pratiques qui, sans le dire, gâchent tout. L'eau à plus de 120 degrés tue la levure avant qu'elle ne s'active. La boisson aura une odeur aigre plutôt que de pain. Si cela se produit, videz le tout, mettez de l'eau fraîche et froide et recommencez. Un couvercle hermétiquement fermé est la deuxième erreur fréquente. La pression du dioxyde de carbone augmente rapidement. Les bocaux en verre peuvent se fissurer sur le comptoir sans prévenir. Un couvercle en papier essuie-tout constitue la solution complète. La vieille levure est la troisième erreur. Un sachet de levure sèche périmé depuis plus de 2 ans peut ne plus être actif. La boisson restera simplement froide et plate, sans mousse ni bulle. Si rien ne se passe dans les 40 minutes, la levure est morte. Ouvrez un nouveau paquet. Le stockage est la 4e erreur. La solution diluée ne se conserve pas. À utiliser dans les 24 heures suivant la préparation. Après cela, la population de levure s'effondre. La fermentation tend vers la production d'alcool, ce qui peut légèrement stresser les tissus racinaires au lieu de les soutenir. L'application pendant les heures les plus chaudes de la journée est la 5e erreur. Versez la solution diluée tôt le matin ou tard le soir, lorsque la température du sol est modérée et que la zone racinaire n'est pas soumise à un stress thermique. Un dernier point concernant les plantes qui réagissent le mieux. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une alimentation riche en légumes. Tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes et maïs. Les fraises réagissent bien, notamment pendant la phase de montaison. Les légumes feuilles, la laitue, les épinards, le chou frisé et la bête à carde présentent des gains nets pendant la phase de semis et de transplantation. Les légumes racines, comme les carottes et les betteraves, bénéficient principalement d'une application de la décoction au début de leur période d'implantation, et non plus tard. Les plantes vivaces, les arbustes et les arbres fruitiers déjà établis réagissent plus lentement, mais présentent une amélioration mesurable de la densité de leurs nouvelles racines nourricières lorsqu'ils sont traités au début. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans une recette de jardin qui sort des réserves du placard plutôt que d'un bocal en plastique. La même levure qui a permis au pain de lever dans les cuisines des fermes pendant des générations permet également au système racinaire de s'étendre plus profondément et de se ramifier plus largement. La terre a toujours été généreuse avec ses outils, et le plus utile se trouvait sur l'étagère de la cuisine depuis tout ce temps. Si ce genre de conseils pratiques et étayés par des preuves en matière de jardinage a amené un jardinier expérimenté sur cette chaîne, alors les boutons « J'aime » et « S'abonner » permettent de poursuivre le travail de Rooted Grace. Il existe une autre préparation maison qui se marie naturellement avec l'eau de levure et qui agit par un mécanisme complètement différent dans le sol. Une recette qui double le nombre de fleurs lorsqu'elle est utilisée correctement. Celui-ci arrive ensuite. D'ici là, que chaque plante du jardin s'enracine profondément et que la récolte soit abondante.